33. Samedi 15 août. La mer conserve sa monotone uniformité. Nulle terre n'est en vue. L'horizon paraît excessivement reculé. J'ai la tête encore alourdie par la violence de mon rêve. Mon oncle n'a pas rêvé, lui, mais il est de mauvaise humeur. Il parcourt tous les points de l'espace avec sa lunette et se croise les bras d'un air dépité. Je remarque que le professeur Lindenbrock tend à redevenir l'homme impatient du passé et je consigne le fait sur mon journal. Il a fallu mes dangers et mes souffrances pour tirer de lui quelque étincelle d'humanité. Mais, depuis ma guérison, la nature a repris le dessus. Et cependant, pourquoi s'emporter ? Le voyage ne s'accomplit-il pas dans les circonstances les plus favorables ? Est-ce que le radeau ne file pas avec une merveilleuse rapidité ? Vous semblez inquiet, mon oncle, dis-je, en le voyant souvent porter la lunette à ses yeux. Inquiet ? Non, Impatient alors ? on le serait à moi. Cependant, nous marchons avec vitesse. Que m'importe, ce n'est pas la vitesse qui est trop petite, c'est la mer qui est trop grande. Je me souviens alors que le professeur, avant notre départ, estimait à une trentaine de lieues la longueur de ce souterrain. Or, nous avons parcouru un chemin 3 fois plus long et les rivages du sud n'apparaissent pas encore. Nous ne descendons pas. Reprend le professeur. Tout cela est du temps perdu, et, en somme, je ne suis pas venu si loin pour faire une partie de bateau sur un étang. Il appelle cette traversée une partie de bateau, et cette mer un étang. Mais, dis-je, puisque nous avons suivi la route indiquée par Saknussemm. C'est la question. Avons-nous suivi cette route ? Saknussemm a-t-il rencontré cette étendue d'eau ? L'a-t-il traversé ? Ce ruisseau que nous avons pris pour guide ne nous a-t-il pas complètement égarés ? En tout cas, nous ne pouvons regretter d'être venus jusqu'ici. Ce spectacle est magnifique et... Il ne s'agit pas de voir. Je me suis proposé un but et je veux l'atteindre. Ainsi ne me parle pas d'admirer. Je me le tiens pour dit, et je laisse le professeur se ronger les lèvres d'impatience. À 6 heures du soir, Hans réclame sa paye, et ses 3 rigsdals lui sont comptés. Dimanche 16 août. Rien de nouveau. Même temps. Le vent a une légère tendance à fraîchir. En me réveillant, mon premier soin est de constater l'intensité de la lumière. Je crains toujours que le phénomène électrique ne vienne à s'obscurcir, puis à s'éteindre. Il n'en est rien. L'ombre du radeau est nettement dessinée à la surface des flots. Vraiment, cette mer est infinie. Elle doit avoir la largeur de la Méditerranée, ou même de l'Atlantique, pourquoi pas ? Mon oncle sonde à plusieurs reprises. Il attache un des plus lourds pics à l'extrémité d'une corde qu'il laisse filer de 200 brasses. Pas de fond. Nous avons beaucoup de peine à ramener notre sonde. Quand le pic est remonté à bord, Hans me fait remarquer à sa surface des empreintes fortement accusées. On dirait que ce morceau de fer a été vigoureusement serré entre 2 corps durs. Je regarde le chasseur. « Tender !» dit-il. Je ne comprends pas. Je me tourne vers mon oncle, qui est entièrement absorbé dans ses réflexions. Je ne me soucie pas de le déranger. Je reviens vers l'Islandais. Celui-ci, ouvrant et refermant plusieurs fois la bouche, me fait comprendre sa pensée. « Des dents ?» dis-je avec stupéfaction en considérant plus attentivement la barre de fer. Oui, ce sont bien des dents dont l'empreinte s'est incrustée dans le métal. Les mâchoires qu'elles garnissent doivent posséder une force prodigieuse. Est-ce un monstre des espèces perdues qui s'agite sous la couche profonde des eaux, plus vorace que le squale, plus redoutable que la baleine ? Je ne puis détacher mes regards de cette barre à demi rongée. Mon rêve de la nuit dernière va-t-il devenir une réalité ? Ces pensées m'agitent pendant tout le jour, et mon imagination se calme à peine dans un sommeil de quelques heures. Lundi 17 août. Je cherche à me rappeler les instincts particuliers à ces animaux antédiluviens de l'époque secondaire qui, succédant aux mollusques, aux crustacés et aux poissons, précédèrent l'apparition des mammifères sur le globe. Le monde appartenait alors aux reptiles. Ces monstres régnaient en maîtres dans les mers jurassiques. La nature leur avait accordé la plus complète organisation. Quelle gigantesque structure, quelle force prodigieuse. Les sauriens actuels, alligators ou crocodiles, les plus gros et les plus redoutables, ne sont que des réductions affaiblies de leurs pères des premiers âges. Je frissonne à l'évocation que je fais de ces monstres. Nul œil humain ne les a vus vivants.
Ils apparurent sur la Terre 1000 siècles avant l'homme, mais leurs ossements fossiles, retrouvés dans ce calcaire argileux que les Anglais nomment le lias, ont permis de les reconstruire anatomiquement et de connaître leur colossale conformation. J'ai vu au muséum de Hambourg le squelette de l'un de ces sauriens, qui mesurait 30 pieds de longueur. Suis-je donc destiné, moi, habitant de la Terre, à me retrouver face à face avec ces représentants d'une famille antédiluvienne ? Non, c'est impossible. Cependant, la marque des dents puissantes est gravée sur la barre de fer, et à leur empreinte, je reconnais qu'elles sont coniques comme celles du crocodile. Mes yeux se fixent avec effroi sur la mer. Je crains de voir s'élancer l'un de ces habitants des cavernes sous-marines. Je suppose que le professeur Lindenbrock partage mes idées, sinon mes craintes, car après avoir examiné le pic, il parcourt l'océan du regard. « Oh diable !» dis-je en moi-même, cette idée qu'il a eue de sonder. Il a troublé quelque animal marin dans sa retraite, et si nous ne sommes pas attaqués en route ? Je jette un coup d'œil sur les armes, et je m'assure qu'elles sont en bon état. Mon oncle me voit faire et m'approuve du geste. Déjà, de larges agitations produites à la surface des flots indiquent le trouble des couches reculées. Le danger est proche, il faut veiller. Mardi 18 août. Le soir arrive, ou plutôt le moment où le sommeil alourdit nos paupières, car la nuit manque à cet océan, et l'implacable lumière fatigue obstinément nos yeux, comme si nous naviguions sous le soleil des mers arctiques. Hans est à la barre. Pendant son quart, je m'endors. 2 heures après, une secousse épouvantable me réveille. Le radeau a été soulevé hors des flots avec une indescriptible puissance et rejeté à 20 toises de là. « Qu'y a-t-il » s'écria mon oncle. « Avons-nous touché » Hans montre du doigt, à une distance de 200 toises, une masse noirâtre qui s'élève et s'abaisse tour à tour. Je regarde et je m'écrie. « C'est un marsouin colossal !» »« Oui, » réplique mon oncle. « Et voilà maintenant un lézard de mer d'une grosseur peu commune. »« Et plus loin, un crocodile monstrueux. Voyez sa large mâchoire et les rangées de dents dont elle est armée. Ah, il disparaît !»« Une baleine !» s'écrie alors le professeur. « J'aperçois ses nageoires énormes. Vois l'air et l'eau qu'elle chasse par ses évents. » En effet, 2 colonnes liquides s'élèvent à une hauteur considérable au-dessus de la mer. Nous restons surpris, stupéfaits, épouvantés en présence de ce troupeau de monstres marins. Ils ont des dimensions surnaturelles, et le moindre d'entre eux briserait le radeau d'un coup de dent. Hans veut mettre la barre au vent, afin de fuir ce voisinage dangereux. Mais il aperçoit sur l'autre bord d'autres ennemis non moins redoutables. Une tortue large de 40 pieds et un serpent long de 30, qui darde sa tête énorme au-dessus des flots. Impossible de fuir. Ces reptiles s'approchent. Ils tournent autour du radeau avec une rapidité que des convois lancés à grande vitesse ne sauraient égaler. Ils tracent autour de lui des cercles concentriques. J'ai pris ma carabine. Mais quel effet peut produire une balle sur les écailles dont le corps de ces animaux est recouvert ? Nous sommes muets d'effroi. Les voici qui s'approchent. D'un côté le crocodile, de l'autre le serpent. Le reste du troupeau marin a disparu. Je vais faire feu. Hans m'arrête d'un signe. Les 2 monstres passent à 50 toises du radeau, se précipitent l'un sur l'autre et leur fureur les empêche de nous apercevoir. Le combat s'engage à 100 toises du radeau. Nous voyons distinctement les 2 monstres aux prises. Mais il me semble que maintenant, les autres animaux viennent prendre part à la lutte. Le marsouin, la baleine, le lézard, la tortue. À chaque instant, je les entrevois. Je les montre à l'Islandais. Celui-ci remue la tête négativement. « Dva » dit-il. « Quoi ? 2 ? Il prétend que 2 animaux seulement… » »« Il a raison » s'écrie mon oncle, dont la lunette n'a pas quitté les yeux. « Par exemple ?» ?»« Oui, le premier de ces monstres a le museau d'un marsouin, la tête d'un lézard, les dents d'un crocodile, et voilà ce qui nous a trompés. C'est le plus redoutable des reptiles antédiluviens, l'Ichthyosaurus. » »« Et l'autre ? » ?»« L'autre, c'est un serpent caché dans la carapace d'une tortue, le terrible ennemi du premier, le Plesiosaurus. » Hans a dit vrai. 2 monstres seulement troublent ainsi la surface de la mer, et j'ai devant les yeux 2 reptiles des océans primitifs. J'aperçois l'œil sanglant de l'Ichthyosaurus, gros comme la tête d'un homme. La nature l'a doué d'un appareil d'optique d'une extrême puissance et capable de résister à la pression des couches d'eau dans les profondeurs qui l'habitent. On l'a justement nommé la baleine des sauriens,
car il en a la rapidité et la taille. Celui-ci ne mesure pas moins de 100 pieds, et je peux juger de sa grandeur quand il dresse au-dessus des flots les nageoires verticales de sa queue. Sa mâchoire est énorme, et d'après les naturalistes, elle ne compte pas moins de 182 dents. Le plésiosaurus, serpent à tronc cylindrique, à queue courte, a les pattes disposées en forme de rame. Son corps est entièrement revêtu d'une carapace, et son cou, flexible comme celui du cygne, se dresse à 30 pieds au-dessus des flots. Ces animaux s'attaquent avec une indescriptible furie. Ils soulèvent des montagnes liquides qui s'étendent jusqu'au radeau. 20 fois nous sommes sur le point de chavirer. Des sifflements d'une prodigieuse intensité se font entendre. Les deux bêtes sont enlacées. Je ne puis les distinguer l'une de l'autre. Il faut tout craindre de la rage du vainqueur. 1 heure, 2 heures se passent. La lutte continue avec le même acharnement. Les combattants se rapprochent du radeau et s'en éloignent tour à tour. Nous restons immobiles, prêts à faire feu. Soudain, l'ichthyosaurus et le plésiosaurus disparaissent en creusant un véritable maelstrom au sein des flots. Plusieurs minutes s'écoulent. Le combat va-t-il se terminer dans les profondeurs de la mer ? Tout à coup, une tête énorme s'élance au dehors, la tête du plésiosaurus. Le monstre est blessé à mort. Je n'aperçois plus son immense carapace. Seulement, son long cou se dresse, s'abat, se relève, se recourbe, cingle les flots comme un fouet gigantesque et se tord comme un ver coupé. L'eau rejaillit à une distance considérable. Elle nous aveugle. Mais bientôt, l'agonie du reptile touche à sa fin. Ses mouvements diminuent. Ses contorsions s'apaisent et ce long tronçon de serpent s'étend comme une masse inerte sur les flots calmés. Quant à l'ichthyosaurus, a-t-il donc regagné sa caverne sous-marine ou va-t-il reparaître à la surface de la mer ? 34. Mercredi 19 août. Heureusement, le vent, qui souffle avec force, nous a permis de fuir rapidement le théâtre du combat. Hans est toujours au gouvernail. Mon oncle, tiré de ses absorbantes idées par les incidents de ce combat, retombe dans son impatiente contemplation de la mer. Le voyage reprend sa monotone uniformité que je ne tiens pas à rompre au prix des dangers d'hier. Jeudi 20 août. Brise nord-nord-est. Assez inégale. Température chaude. Nous marchons avec une vitesse de 3 lieues et demie à l'heure. Vers midi, un bruit très éloigné se fait entendre. Je consigne ici le fait sans pouvoir en donner l'explication. C'est un mugissement continu. Il y a, au loin, dit le professeur, quelques rochers ou quelques îlots sur lesquels la mer se brise. Hans se hisse au sommet du mât, mais ne signale aucun écueil. L'océan est uni jusqu'à sa ligne d'horizon. 3 heures se passent. Les mugissements semblent provenir d'une chute d'eau éloignée. Je le fais remarquer à mon oncle qui secoue la tête. J'ai pourtant la conviction que je ne me trompe pas. Courons-nous donc à quelque cataracte qui nous précipitera dans l'abîme ? Que cette manière de descendre plaise au professeur parce qu'elle se rapproche de la verticale, c'est possible, mais à moi... En tout cas, il doit y avoir à quelques lieues au vent un phénomène bruyant, car maintenant les mugissements se font entendre avec une grande violence. Viennent-ils du ciel ou de l'océan ? Je porte mes regards vers les vapeurs suspendues dans l'atmosphère et je cherche à sonder leur profondeur. Le ciel est tranquille. Les nuages, emportés au plus haut de la voûte, semblent immobiles et se perdent dans l'intense irradiation de la lumière. Il faut donc chercher ailleurs la cause de ce phénomène. J'interroge alors l'horizon pur et dégagé de toute brume. Son aspect n'a pas changé. Mais si ce bruit vient d'une chute, d'une cataracte, si tout cet océan se précipite dans un bassin inférieur, si ces mugissements sont produits par une masse d'eau qui tombe, le courant doit s'activer, et sa vitesse croissante peut me donner la mesure du péril dont nous sommes menacés. Je consulte le courant. Il est nul. Une bouteille vide que je jette à la mer reste sous le vent. Vers 4 heures, Hans se lève, se cramponne au mât et monte à son extrémité. De là, son regard parcourt l'arc de cercle que l'océan décrit devant le radeau et s'arrête à un point. Sa figure n'exprime aucune surprise, mais son poil est devenu fixe. « Il a vu quelque chose », dit mon oncle. Je le crois. Hans redescend, puis il étend son bras vers le sud en disant « Terre Nere !»« Là-bas » répond mon oncle. Et saisissant sa lunette, il regarde attentivement pendant 1 minute, qui me paraît un siècle. « Oui, oui !» s'écrie-t-il. « Que voyez-vous » Une gerbe immense qui s'élève au-dessus des flots.
Encore quelque animal marin ? Alors mettons le cap plus à l'ouest, car nous savons à quoi nous en tenir sur le danger de rencontrer ces monstres antédiluviens. Laissons aller, répond mon oncle. Je me retourne vers Hans. Hans maintient sa barre avec une inflexible rigueur. Cependant, si de la distance qui nous sépare de cet animal et qu'il faut estimer à 12 lieues au moins, on peut apercevoir la colonne d'eau chassée par ces évents. Il doit être d'une taille surnaturelle. Fuir serait se conformer aux lois de la plus vulgaire prudence. Mais nous ne sommes pas venus ici pour être prudents. On va donc en avant. Plus nous approchons, plus la gerbe grandit. Quel monstre peut s'emplir d'une pareille quantité d'eau et l'expulser ainsi sans interruption ? À 8 heures du soir, nous ne sommes pas à 2 lieues de lui. Son corps noirâtre, énorme, monstrueux, s'étend dans la mer comme un îlot. Est-ce une illusion ? Est-ce effroi ? Sa longueur me paraît dépasser 1000 toises. Quel est donc ce cétacé que n'ont prévu ni les Cuvier ni les Blumenbach ? Il est immobile et comme endormi. La mer semble ne pouvoir le soulever, et ce sont les vagues qui ondulent sur ses flancs. La colonne d'eau, projetée à une hauteur de 500 pieds, retombe avec un bruit assourdissant. Nous courons en insensé vers cette masse puissante que 100 baleines ne nourriraient pas pour un jour. La terreur me prend. Je ne veux pas aller plus loin. Je couperai, s'il le faut, la drisse de la voile. Je me révolte contre le professeur qui ne me répond pas. Tout à coup, Hans se lève, et montrant du doigt le poing menaçant. « Holmé !» dit-il. « Une île !» s'écrie mon oncle. « Une île ?» dis-je à mon tour en haussant les épaules. « Évidemment !» répond le professeur en poussant un vaste éclat de rire. « Mais cette colonne d'eau ?»« Geyser !» fait Hans. « Sans doute, geyser !» riposte mon oncle. « Un geyser pareil à ceux de l'Islande !» Je ne veux pas, d'abord, m'être trompé si grossièrement, avoir pris un îlot pour un monstre marin. Mais l'évidence se fait, et il faut enfin convenir de mon erreur. Il n'y a là qu'un phénomène naturel. À mesure que nous approchons, les dimensions de la gerbe liquide deviennent grandioses. L'îlot représente à s'y méprendre un cétacé immense dont la tête domine les flots à une hauteur de 10 toises. Le geyser, mot que les Islandais prononcent geysir et qui signifie fureur, s'élève majestueusement à son extrémité. De sourdes détonations éclatent par instants, et l'énorme jet, pris de colère plus violente, secoue son panache de vapeur en bondissant jusqu'à la première couche de nuages. Il est seul. Ni fumerolles, ni source chaude ne l'entourent, et toute la puissance volcanique se résume en lui. Les rayons de la lumière électrique viennent se mêler à cette gerbe éblouissante, dont chaque goutte se nuance de toutes les couleurs du prisme. « Accostons », dit le professeur. Mais il faut éviter avec soin cette trombe d'eau qui coulerait le radeau en un instant. Hans, manœuvrant adroitement, nous amène à l'extrémité de l'îlot. Je saute sur le roc. Mon oncle me suit lestement, tandis que le chasseur demeure à son poste, comme un homme au-dessus de ses étonnements. Nous marchons sur un granit mêlé de tuf silicieux. Le sol frissonne sous nos pieds comme les flancs d'une chaudière où se tord de la vapeur surchauffée. Il est brûlant. Nous arrivons en vue d'un petit bassin central d'où s'élève le geyser. Je plonge dans l'eau qui coule en bouillonnant un thermomètre à déversement et il marque une chaleur de 163 degrés. Ainsi donc, cette eau sort d'un foyer ardent. Cela contredit singulièrement les théories du professeur Lindenbrock. Je ne puis m'empêcher d'en faire la remarque. « Eh bien, réplique-t-il. Qu'est-ce que cela prouve contre ma doctrine ? Rien, dis-je d'un ton sec, en voyant que je me heurte à un entêtement absolu. Néanmoins, je suis forcé d'avouer que nous sommes singulièrement favorisés jusqu'ici, et que, pour une raison qui m'échappe, ce voyage s'accomplit dans des conditions particulières de température. Mais il me paraît évident, certain, que nous arriverons un jour ou l'autre à ces régions où la chaleur centrale atteint les plus hautes limites et dépasse toutes les graduations des thermomètres. Nous verrons bien. C'est le mot du professeur qui, après avoir baptisé cet îlot volcanique du nom de son neveu, donne le signal de l'embarquement. Je reste pendant quelques minutes encore à contempler le geyser. Je remarque que son jet est irrégulier dans ses accès, qu'il diminue parfois d'intensité puis reprend avec une nouvelle vigueur, ce que j'attribue aux variations de pression des vapeurs accumulées dans son réservoir. Enfin, nous partons en contournant les roches très à corps du sud. Hans a profité de cette halte pour remettre le radeau en état. Mais avant de déborder, je fais quelques observations pour calculer la distance parcourue, et je les note dans mon journal.
Nous avons franchi 270 lieues de mer depuis Port Graubünden et nous sommes à 620 lieues de l'Islande, sous l'Angleterre.